Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Antoine Bondaz et merci beaucoup à Mounir Satouri. On est très heureux de vous avoir. Donc, on va commencer peut-être tranquillement le temps que les gens arrivent pour faire un petit panorama de l'année 2020 et des enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Et ensuite, on vous laissera dérouler la suite de la conférence et puis on prendra évidemment les questions des auditeurs. Euh, donc 2020 a été une année euh, un peu particulière étant donné que la crise sanitaire a mis en avant le poids et l'influence de la Chine dans le monde entier. C'est un des rares pays, en tout cas le seul grand pays à avoir une croissance positive en 2020, avec plus 2,3% en dépit d'un repli historique au premier trimestre, qui a bien été rattrapé depuis, sachant qu'en 2019, la croissance était de 6,1%. C'est une baisse, mais on anticipe déjà que le rebond en 2021 serait de l'ordre de 8, un peu plus de 8%. Donc, le poids de la Chine et la reprise d'activité en Chine tire actuellement l'économie mondiale. Et on se rend compte que à l'occasion de la crise, la Chine a accru son poids à la fois dans le commerce mondial. Elle est ainsi devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020, détrônant la place qui était précédemment celle des États-Unis. La Chine a également détrôné les États-Unis en tant que premier récipiendaire dans le monde des investissements étrangers, avec une hausse de 4% des investissements étrangers en Chine en 2020. Et donc on voit que, au contraire, les États-Unis, eux, se sont un peu affaissés dans le classement des économies mondiales. Et on voit également que le découplage économique qui a beaucoup été invoqué par des politiques ou des commentateurs, en fait, n'est pas observé, en tout cas pas pour le moment. Et c'est vraiment une Chine renforcée qui sort de cette crise. Et c'est pourtant une Chine qui fait aussi quotidiennement la une en raison de son rôle dans le monde. Le rôle de la Chine et en particulier de Xi Jinping, qui est désormais un peu président à vie. Une Chine qui régulièrement menace son voisin taïwanais, qui fortifie des îlots en mer de Chine, qui aussi évidemment est, est connu pour le traitement de ces minorités, notamment ouïghours, mais aussi les minorités tibétaines ou mongoles. Enfin, des incursions ou des menaces envers ses voisins directs ou une guerre commerciale menée à l'Australie qui avait osé demander une enquête indépendante sur l'origine du SARS, du SARS-CoV-2. Et donc, aujourd'hui, c'est l'opposition en Birmanie qui, en tout cas, soupçonne la Chine d'être ou de soutenir d'une certaine manière la junte birmane. Et donc, se pose énormément de questions sur le multilatéralisme, le rôle de la Chine dans le monde. Et donc, c'est surtout ces sujets. Et puis, d'autres sujets que je te laisse aborder, Pauline, que nous aimerions vous écouter ce soir. Merci beaucoup. Merci Benoît pour ce premier tour d'horizon. Maintenant que d'autres personnes nous ont rejoints, je vais aussi présenter rapidement Antoine et Mounir. Donc Antoine, tu es chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique qui publie surtout sur des questions de stratégie et de défense. Tes recherches portent principalement sur la théorie des relations internationales, la politique étrangère et de sécurité de la Chine et des deux Corées, et les questions stratégiques en Asie de l'Est. Donc, dans ce sens-là, c'était particulièrement pertinent que tu nous éclaires de tes lumières sur ces sujets-là ce soir. Mounir, tu es député européen depuis mai 2019. Tu travailles surtout sur les sujets d'emploi, d'affaires sociales, mais aussi de droits humains et de défense. Tu as aussi travaillé sur l'accord d'investissement avec la Chine que je vais évoquer juste après. Et puis, tu as été un des députés les plus vocaux sur la question des droits humains des Ouïghours. Tu as notamment demandé des sanctions et la fin des accords commerciaux avec la Chine tant que les droits humains n'étaient pas respectés en partie dans le Xinjiang, mais pas que.
Donc moi, je voulais revenir sur l'actualité un petit peu récente du Parlement européen notamment, puisque le thème de cette soirée, c'est la diplomatie européenne face à la Chine. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, en décembre 2020, l'Union européenne et la République populaire de Chine ont signé un accord de principe sur les investissements. On a très très peu d'informations sur le contenu de cet accord. Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, a estimé, elle, que cet accord offrira aux investisseurs européens un accès sans précédent au marché chinois. Donc, un avis plutôt positif sur cet accord. Cet accord est négocié depuis 8 ans dans une totale opacité. Il soulève de nombreuses interrogations, notamment s'agissant du travail forcé des populations ouïghours, de la persécution d'opposants à Hong Kong, à Taïwan, du fait que la Chine ne respecte pas non plus les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, ou encore le fait que la Chine construit encore plus de centrales à charbon, etc. On sait aussi que pour la Chine, dans cet accord, il n'y a aucun engagement précis ou opposable, ou presque. Mais pour le côté européen, en tout cas, il y a la facilitation du mouvement de ses cadres et de sa main-d'œuvre spécialisée qu'elle pourra acheminer en Europe plus aisément. Donc, pour l'instant, on a l'impression que Pékin s'est prémuni contre toute obligation véritablement contraignante sur le terrain des droits humains et des droits au travail, ce qui laisse à penser que l'UE perd en fait en cohérence et en crédibilité sur les questions des droits humains. Pourtant, le gouvernement français, par un tweet de Franck Vriester, alors je vous lis le tweet, dit « L'engagement de la Chine à ratifier les conventions fondamentales de l'OIT sur la lutte contre le travail forcé était nécessaire, c'est ce que nous avons obtenu. » Alors pourtant, au vu des recherches qu'on a pu faire, on peut en douter. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a une tribune d'élus écologistes à différents échelons, qu'ils soient élus européens, nationaux ou locaux, qui, je cite, expliquent que, selon leur point de vue, cet accord constitue une faute politique grave qui a été conclue sous la pression de la France et de l'Allemagne, en faisant fi non seulement du contexte de violation récurrente des droits humains en Chine, mais aussi des intérêts même des Européens, un accord que le Parlement européen est loin de soutenir. Par ailleurs, les écologistes demandent également l'interdiction d'entrée sur le territoire de produits issus du Xinjiang. Donc Mounir, tu pourras nous en dire plus après peut-être sur cet accord, sur les négociations. Mais dans un premier temps, peut-être Antoine, si tu peux compléter mon propos, si tu peux nous en dire plus. J'imagine que tu es un peu plus au fait des arcanes de négociation que moi et mes pauvres petites recherches sur le sujet. Donc si on peut avoir peut-être ton point de vue sur cet accord d'investissement. Merci beaucoup Pauline, merci Benoît et merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous sur la question de cet accord qu'on va appeler le CAI pour aller plus vite. Donc, comme tu l'as parfaitement dit, c'est un accord qui a été négocié depuis déjà 2013, donc ça fait extrêmement longtemps. Le mandat n'était pas si opaque que ça, puisque le mandat avait été donné par les différents États membres à la Commission, qui a donc la prérogative, la compétence exclusive sur les questions purement commerciales. Et les négociations portaient notamment sur 2 points sur lesquels les Européens souhaitaient une avancée de la Chine. C'était à la fois l'ouverture du marché chinois et une plus grande transparence des autorités chinoises sur les subventions accordées aux entreprises chinoises. Le mot-clé, entre guillemets, déjà depuis plusieurs années, plutôt depuis 2016-2017, c'est le concept de réciprocité. Et là-dessus, les Européens voulaient une avancée. Est-ce que le texte en lui-même est une véritable avancée? C'est une petite avancée sur ces points très précis, même si, encore une fois, il faut être extrêmement prudent, puisque un accord, entre guillemets, n'a aucun intérêt tant qu'il n'est pas mis en œuvre. Et en fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est non seulement le processus de mise en œuvre de l'accord, et le processus de règlement des différends quand un accord n'est pas respecté. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a pas en fait de véritables éléments. Et donc, même si sur le papier, il y a quelques avancées, encore une fois, elles sont loin d'établir une réciprocité entre l'ouverture des marchés européens et chinois. Elle est loin de résoudre de nombreux autres problèmes. Il y a une petite avancée, mais la question, encore une fois, de la mise en œuvre et du règlement des différends, elle reste en suspens. Sur la question de ce qu'on appelle le chapitre sur le développement durable, qui rejoint donc les questions environnementales, mais plus larges, les questions aussi de droits de l'homme, les droits sociaux, etc. C'est dans ce chapitre sur le développement durable que sont intégrées les questions de droit du travail et donc de travail forcé. Là-dessus, il faut être très clair. Ce n'était pas dans les négociations qui ont débuté en 2013-2014 un point qui était mis en œuvre à l'époque. Il
faut quand même revenir sur le mandat initial et sur les négociations initiales. Alors, je ne dis pas que c'était une bonne chose, mais je dis qu'évidemment, du côté des négociateurs chinois, eux, leur argument est de dire vous avez commencé à négocier il y a des années sans mettre ces questions en avant, vous les amenez un peu à la fin des négociations, et donc forcément, politiquement, c'est plus compliqué que s'il y avait eu un mandat dès le début. Deuxièmement, contrairement à ce que dit Franck Riester, la Chine, elle s'engage à une seule chose, c'est de ratifier les conventions qui ont déjà été signées. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, en droit international, il ne suffit pas de signer un traité, il faut le ratifier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le Parlement national ou européen signe un traité, il faut encore qu'il soit ratifié par l'exécutif, généralement le chef de l'État ou autre, l'exécutif, etc. Donc la Chine a signé des conventions il y a plusieurs années, elle ne les a pas ratifiées. Donc là, c'est un premier problème, c'est-à-dire qu'elle a fait, entre guillemets, une première étape, mais qui, dans les faits, ne consiste en rien, puisque les traités ne sont pas appliqués. Et le problème, il ne porte pas que sur ces conventions de l'OIT, il porte sur de nombreuses autres conventions, notamment de l'Organisation mondiale du commerce, que la Chine s'était engagée à ratifier en 2001 lors de son entrée et qu'elle n'a pas fait, 20 ans après. Donc la Chine s'est engagée à ratifier des conventions qu'elle a déjà signées et s'est engagée, je cite, à travailler à la signature et à la ratification des conventions sur le travail forcé. Alors là, on parle de deux conventions, la 29 et la 105. C'est des très vieilles conventions, parce que je crois de mémoire, la 29 date d'une convention de 1930. Et là-dessus, concrètement, en langage diplomatique, vous ne vous engagez dans les faits à rien de concret. Pour vous donner un exemple, c'est quand la Corée du Nord s'engage dans la déclaration de Singapour avec Donald Trump à travailler à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est très bien, c'est marqué. Alors tout le monde peut se dire, l'autre partie peut se dire c'est génial, on l'a indiqué, mais concrètement, la Chine ne va pas les ratifier. En tout cas, elle ne s'engage pas à les ratifier. Sur ce point très précis, je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, parce que je pense que la question des droits de l'homme voulait être abordée plus largement, donc je pense que je garde un peu la question du droit du travail forcé plus tard. Mais concrètement, sur le processus que ça a pris, l'accélération et autres, les Européens s'étaient donné fin 2020 comme deadline. Depuis longtemps, puisque dès la visite, par exemple, du secrétaire général Xi Jinping à Paris, lors de la visite d'État en mars 2019, le président Macron, avec la chancelière Merkel et le président de la Commission de l'époque, Juncker, avaient annoncé fin 2020 comme deadline. Et donc, évidemment, entre guillemets, on a tenu les délais, même s'il y a eu des concessions chinoises un peu au dernier moment. On n'a pas vraiment conscience ou connaissance des concessions finales qui ont été faites. Donc, qu'est-ce qui a fait changer, entre guillemets, les Européens, qui a réussi à convaincre les Européens? La seule chose qu'on sait, c'est que, il faut être clair, pour l'instant, il est assez facile pour certains États membres aujourd'hui de dire oui, mais nous, on s'y opposait, les Français et les Allemands nous ont tordu le bras. Concrètement, différents pays pouvaient s'y opposer, personne ne l'a fait. Les Français ont pris une position sûrement trop ambitieuse, parce que non réaliste, et dans les faits qui n'est pas suivie, c'est-à-dire notamment cette fameuse interview du ministre délégué Riester dans Le Monde, en décembre, où il dit voilà, c'est une ligne rouge, la question du travail forcé, qu'on va conditionner l'accord à une avancée sur la question du travail forcé. Là, très clairement, non pas que ce qu'il dit n'est pas bien, ce serait très bien dans les faits si c'était mis en œuvre, mais la France n'a pas conditionné le CAI à des avancées concrètes sur le travail forcé et à la fin du travail forcé en Chine. Il faut être extrêmement clair. Ce ne sont pas les conditions qu'ont mis la France. Et donc là-dessus, il y a évidemment, pour être très clair, du côté à Paris, à Pékin, un peu une difficulté politique. La difficulté politique, c'est que c'était censé être un accord qui montrait une réussite européenne, c'est-à-dire entre guillemets avoir réussi à obtenir des concessions chinoises, sauf que la question du travail forcé est celle qui aujourd'hui concentre une grande partie de l'attention, et à juste titre. Et je pense qu'on y reviendra plus tard avec le député européen, mais il y a plein de choses que l'Union européenne pourrait faire qu'elle ne fait pas, très concrètement. Et puis, il y avait la question du timing. Alors, je ne vais pas revenir sur les critiques qui ont été dites, oui, mais il fallait une coordination transatlantique, etc. Bon, pour être très clair, les Américains ne se coordonnent pas, ou en tout cas n'ont pas besoin de l'aval des Européens pour faire des accords avec les Européens. Deuxièmement, l'accord, une partie des négociations avait été quand même poussée à l'époque par la Chambre de commerce européenne en Chine. Et la Chambre de commerce américaine en Chine a grosso modo les mêmes demandes. Donc, bon, sur le plan politique, ça peut poser problème. Sur le terme de fond, dire qu'il fallait forcément de la coordination, bon, ce n'est pas forcément l'argument qui est le plus valable.
Après, la vraie question qui se pose, encore une fois, et je finirai parce que j'ai parlé, je pense, déjà pendant trop longtemps, c'est vraiment la question de la mise en œuvre. Les quelques avancées, si même celles-là ne sont pas mises en œuvre, ou qu'on n'a pas moyen de pression pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre, ou que si la Chine ne les respecte pas, il y ait des sanctions, ça n'aura pas grand intérêt. Donc je pense que voilà, je dirais que si les Européens, les exécutifs, c'est-à-dire la Commission, a accepté cet accord, encore une fois, il n'est pas voté, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est qu'il y a quand même quelques avancées, en tout cas qui sont considérées comme des avancées, mais il y a encore plein de questions qui se posent, et clairement, sur certains sujets qui sont vendus comme étant une vraie avancée, l'avancée est vraiment à relativiser. Ok, merci beaucoup pour ces compléments qui étaient très bienvenus après mon petit propos introductif assez superficiel. À juste titre, donc, tu as beaucoup parlé donc, du Parlement européen, ce qui tombe bien, puisque Mounir, tu vas pouvoir nous expliquer comment les écolos, face à ces blocages, face à ces questions du travail forcé, ont pu se positionner, ont pu essayer d'être vocaux. Comment est-ce que vous avez fait du lobbying? Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vous êtes passé vraiment par le niveau européen? Est-ce que vous avez plutôt essayé de faire pression au niveau des États? Voilà, si tu peux nous donner un petit peu le versant politique de l'affaire, ce serait particulièrement bienvenu. Merci pour l'invitation. Merci à Antoine d'être parmi nous. Moi qui suis les travaux de recherche que tu mènes avec tes collègues, j'ai vraiment j'écoute avec attention ce que tu nous présentes. Merci pour l'invitation, d'abord à toi Pauline et à Benoît. Et j'en profite pour saluer les co-responsables de la commission transnationale que j'ai vus, à savoir Françoise et Elias. D'abord, c'est une vieille histoire. Antoine l'a dit, les premiers pourparlers ont commencé en 2014 et normalement, ça devrait être voté, décidé cette fin d'année. Et en fait, ça se joue maintenant. Et ça se joue maintenant à la fois au sein du Conseil, et vous allez voir qu'en tout cas, l'élu écologiste que je suis n'a pas beaucoup d'espoir sur la capacité du Conseil à poser réellement les enjeux de l'intérêt européen, puisque le fonctionnement de notre institution européenne fait que, malheureusement, les égoïsmes nationaux fonctionnent très bien, et en fait, à la manœuvre de cet accord, il y a la Chine et l'Allemagne, et l'intérêt européen n'est pas forcément une priorité du Conseil et au Parlement européen, mais ça se joue maintenant. Pourquoi? Parce que cet accord, contrairement à d'autres décisions européennes, ne sera pas soumis à la ratification des parlements nationaux. Et donc, merci à vous de participer à faire exister le débat politique, parce qu'on a besoin de tout le monde, de toutes et de tous, pour que cet accord soit le moins mauvais possible. Et moi, j'ai une conviction, c'est que ce que font les élus est important, mais quand on a une prise de conscience citoyenne et que la pression est présente, d'abord, ça nous permet d'avoir des textes au Parlement les mieux possibles. N'ayez aucun doute sur la conviction des écologistes, on ira jusqu'au bout là-dessus, mais nous ne représentons que 10% de l'effectif du Parlement européen, il faut qu'on trouve un accord avec les autres. Donc tout ce qui peut être fait à l'attention des différents groupes politiques est bienvenu pour qu'on ait le meilleur accord possible, si tant est qu'on puisse réellement y mettre des choses positives. Par rapport à ce que tu as dit sur le manque de transparence, alors, l'accord de principe est publié sur le site de la Commission européenne depuis le 22 janvier 2021. Donc, je vous invite toutes et tous à vous rendre sur le site de la Commission et de voir l'accord de principe. Mais les annexes ne le seront que courant février. Donc, moi, j'attends avec impatience les annexes parce qu'en fait, c'est là qu'on va se rendre compte, en tout cas que moi, dans mon travail de parlement, je vais me rendre compte de ce qu'il y a réellement là-dedans. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en réalité, pour l'intérêt des Européens, il n'y a pas grand-chose. La Commission qui veut cet accord et qui a ouvert les pourparlers avec ses homologues chinois depuis 2014, un peu recycler tout et n'importe quoi. Antoine l'a dit, en citant un exemple précis, ils sont allés dépoussiérer tous les accords qu'avait signés la Chine sans jamais les ratifier pour nous les mettre sans doute dans les contenus, pour en dire, vous voyez, il y a des choses positives. Et si c'est ça, le contenu précis des annexes,
Moi, j'estimerais que le compte n'y est pas. Parce qu'en fait, derrière cet accord se cachent des enjeux très importants pour la Chine, et je ne sais pas si les enjeux importants pour les Européens s'y retrouvent. Je veux quand même faire un zoom sur le contexte actuel. On est juste en pleine crise sanitaire. On s'est rendu compte que la mondialisation avait des méfaits importants, notamment sanitaires. Et on est en train de se poser la question de la relocalisation de notre économie, des circuits courts. Et on se pose même la question que pour réussir le Green Deal, il faut qu'on mette des taxes aux frontières de l'Europe. Et bien, si cet accord est signé, je pense qu'on ne réussira aucun de ces deux enjeux. Cet accord n'est pas une bonne chose pour les Européennes et les Européens. Et cet accord ne nous résout même pas le problème important, qui est la guerre industrielle et commerciale qui se livre sous nos yeux entre la Chine et les États-Unis. Nos entreprises européennes, là je ne parle même pas des questions écologiques et encore moins à ce stade des questions droits de l'homme, nos entreprises européennes ne pourront pas bénéficier de cet accord pour pouvoir s'en sortir entre la guerre que se livrent les USA et la Chine. Et elles devront continuer à choisir l'un ou l'autre des marchés et peut-être en continuant à subir les pénalités américaines dans cette affaire. Donc en fait, moi je pense à ce stade, encore une fois, je vous le dis, j'irai lire les annexes avec attention, je pense que le compte n'y est pas. Et je ne comprends pas. Je dis souvent, l'Union européenne est un géant économique et un nain diplomatique sur un certain nombre de sujets liés à la géopolitique internationale, à la vente d'armes, etc. Et là, pour le coup, on est sur un sujet économique. On est typiquement sur le sujet sur lequel on devrait être fort, parce qu'on est un très grand marché et que l'accès au marché européen est un enjeu stratégique pour les Chinois. Et là, on ne joue pas notre force. On abdique face aux droits de l'homme. On abdique face à nos valeurs et on laisse ce pays continuer à pratiquer, et je pèse mes mots, un génocide culturel face à une population, plus de 3 millions de personnes qui travaillent dans les camps, et on fait comme si ce sujet n'existait pas et comme s'il ne devait pas être déterminant dans notre rapport à la Chine. Je crois que la question de la souveraineté européenne n'est pas un gros mot, qu'à l'occasion de cet accord, nous pouvons reprendre contrôle sur notre vie et remettre nos valeurs au cœur des relations internationales économiques qu'on a avec d'autres forces internationales, et notamment la Chine, et qu'au jour d'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Alors, on attend de voir réellement ce qu'ils vont écrire, on va l'analyser, on va mener la bataille interne au Parlement pour modifier, apporter des amendements, on va négocier avec les autres groupes, mais s'il n'y a pas un débat public européen, si nos concitoyens, les acteurs, les chercheurs, les représentants des forces sociales ne se font pas entendre, le compte n'y sera pas et on n'aura pas l'étape, comme à d'autres occasions, sur d'autres accords internationaux, je pense aux accords de libre-échange, notamment le Mercosur ou autres, on aura une clause de revoyure avec l'étape de la ratification par les parlements nationaux là-dessus. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cet échange. J'en reste là pour l'instant. Si vous me redonnez la parole, je rentrerai sans doute dans le détail et je répondrai aux questions. Et je suis intéressé par entendre le point de vue des uns et des autres et par réentendre Antoine là-dessus. Mais on est face à un gros dossier de l'année 2021. Tout à fait, oui. On partage ton analyse. C'est pour ça que pour nous, c'était absolument crucial d'organiser ce débat et puis de le faire aussi en début d'année. Je précise simplement que chacun et chacune peut bien sûr poser des questions dans le clavardage ou bien lever la main et puis on fera un tour de parole des questions ou bien on posera les questions par notre voix, Benoît et moi, à partir de 20h. Donc, on laisse bien sûr un temps d'échange avec nos super intervenants. Je rebondis sur ce que tu disais, Mounir, parce que ça pose vraiment cette question de la dépendance à la Chine. Et donc, c'est cette question, est-ce que nous sommes un peu trop dépendants finalement face à ce géant asiatique? La crise de la Covid a montré notre dépendance dans des domaines cruciaux. On l'a vu, la question des masques était bien sûr particulièrement emblématique à ce niveau-là. Mais on sait aussi, et là je remercie Benoît de m'avoir fourni quelques billes, mais que la Chine a menacé ses partenaires commerciaux. On pense au Japon en 2010 sur les terres rares ou les îles Senkaku, mais encore l'Australie en 2020.
On pense aussi à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a émaillé le mandat de ce cher Mr. Trump. Donc on se demande à cet égard si nous, Européens, sommes trop dépendants de la Chine, si la Chine dépend encore de nous. Mounir, tu le disais, finalement, l'Europe, on a un petit peu tout perdu avec cet accord. C'est plutôt la Chine qui a vraiment gagné. Donc ça va à l'encontre de ce que disait Ursula von der Leyen, que je citais dans le propos introductif. Alors Antoine, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Je pense que c'est évidemment une question fondamentale et pour rebondir sur ce que disait Mounir, depuis le début de la pandémie en 2020, il y a eu énormément de déclarations et le président français notamment a été parmi les dirigeants européens celui qui a fait le plus de déclarations dans ce sens, sur celui d'une autonomie, d'une indépendance, j'ai envie de dire, industrielle, d'un renouveau de l'autonomie industrielle et l'autre. Je vous rappelle par exemple qu'il avait promis qu'en France, d'ici fin 2020, on n'importerait plus de masques, par exemple, que l'ensemble des masques seraient produits en France. Ça, c'était en avril 2020. Évidemment, c'est complètement passé à la trappe. Donc, en soi, la question des masques n'est pas la question peut-être la plus fondamentale, mais plus largement, la question de fond qui se pose, c'est comment est-ce qu'on accroît notre résilience et que pour accroître la résilience, il faut diversifier nos partenaires et réduire notre dépendance à la Chine. Notre dépendance à la Chine, elle est moindre, elle est beaucoup moindre que ce que de nombreuses personnes pensent. Premièrement, elle est moindre par rapport à ce qui est le cas d'autres pays. L'Australie aujourd'hui, par exemple, c'est 45% de ses exportations qui vont vers la Chine. Et donc, vous imaginez bien que quand la Chine commence à sanctionner, vous avez des pans entiers de l'économie australienne qui sont de fait complètement neutralisés. L'Europe est au final beaucoup moins dépendante, elle l'est dans certains domaines, sur certains biens évidemment, mais elle l'est beaucoup moins. Par exemple, la France, le commerce avec la Chine, c'est à peu près 7% de l'ensemble de son commerce extérieur. C'est pas, on n'est pas sur 45%, on n'est pas sur 50%. Donc entre guillemets, il y a un peu un fantasme sur notre surdépendance à la Chine. Deuxièmement, on parle beaucoup des investissements chinois, etc. Vous écoutez tous les élus locaux, tout le monde vous dit on veut les investissements chinois, on veut les investissements chinois. Il faut vraiment les relativiser. En 2019, les investissements chinois, par exemple, ça a créé 1300 emplois en France. Moins que les investissements espagnols, moins que les investissements canadiens. Est-ce que vous entendez les élus locaux parler tous les jours de la recherche d'investissement, par exemple, de la part de nos partenaires européens? Or, les partenaires européens, c'est 10 à 20 fois plus d'emplois créés que la Chine. Et donc, si vous voulez, vous avez de fait, et puis c'est évidemment, c'est entretenu par l'ambassade de Chine, par les déclarations chinoises, etc., mais aussi par le propre comportement d'une partie des élus, mais surtout des administrations, c'est surjouer cette dépendance à la Chine. Troisièmement, je pense qu'il n'y a pas une asymétrie totale dans la dépendance. La Chine, elle est dépendante de nous. Pour une raison simple, par exemple, prenez les machines-outils qui filent le coton au Xinjiang aujourd'hui. Elles ne sont pas produites en Chine. Elles sont produites en partie en Allemagne. Les Chinois, évidemment, essayent de monter en gamme, de les produire, mais elles sont importées. Vous prenez de nombreux domaines, la Chine, en fait, est extrêmement dépendante de certaines de ces importations. L'exemple le plus emblématique, c'est par exemple les microprocesseurs. Alors, on nous dit beaucoup que la Chine veut devenir autonome, etc. C'est une ambition tout à fait louable, mais elle ne l'est pas du tout. Les microprocesseurs, les importations chinoises, c'est 350 milliards. 350 milliards. C'est l'équivalent, grosso modo, en valeur des exportations chinoises vers l'Europe, chaque année. C'est plus que les importations chinoises de pétrole, par exemple. Et donc, la Chine, elle n'est pas indépendante. Elle est dépendante sur certains domaines de certains de ses partenaires. Mais l'énorme avantage de la Chine, c'est qu'elle utilise les leviers économiques. Alors, les Américains le font aussi, on l'a bien vu. Mais elle utilise ce levier économique à des fins politiques, ce que l'Union européenne ne fait pas. Et la question, comme disait Mounir, de l'accès au marché européen, elle n'est pas assez utilisée. La carte aujourd'hui pour la Chine, ce serait quoi, par exemple, vis-à-vis de l'accord sur les investissements? Ce serait de dire, si vous ne respectez pas l'accord d'ouverture de vos marchés, pas de problème. Non seulement nous ne respecterons pas l'accord, mais pire, nous fermerons certains marchés. Point barre. Et j'ai l'impression que cette question, elle n'est jamais posée au niveau européen. On a l'impression que parce que nos marchés ont été ouverts à la Chine, alors ils resteront toujours ouverts. La question, ce n'est pas que l'Union européenne demain se ferme à tout le monde, mais c'est de dire que les pays qui sont dans une situation de concurrence avec nous, entre guillemets, relativement équitable en termes d'accès, enfin, en termes de marché, en termes de niveau de développement, etc., ne peuvent pas avoir accès à nos marchés si la réciproque n'est pas vraie. Que le Vietnam demain, le Cambodge, le Laos continuent d'avoir des facilités d'accès
plus largement ce qu'on appelle les pays APC, Afrique, Pacifique, Caraïbes, et des accès facilités, c'est très bien. Et ça fait d'ailleurs partie de la politique d'aide au développement, indirectement. Ça, c'est une bonne chose. Et on utilise ce levier de l'accès au marché, justement, vis-à-vis de certains pays. Or, vis-à-vis de la Chine, on a l'impression qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. En fait, il y a une paralysie des élites européennes et des élites aussi nationales de se dire « Ah ben, il ne faut surtout pas prendre de contre-mesures vis-à-vis de la Chine, parce que sinon, la situation va se détériorer, etc. » Et donc, on a l'impression qu'il y a un blocage vis-à-vis de la Chine, la peur d'offenser la Chine, la peur des sanctions, etc. Il faut que les Européens aient bien conscience, encore une fois, que si la Chine elle a des leviers, eux, ils ont des leviers aussi. Et notamment sur la question du Xinjiang, je pense qu'on en reparlera après, on a énormément de leviers. C'est juste qu'on ne les utilise pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup critiqué l'administration Trump, et à juste titre, sur la plupart des sujets, mais certaines mesures ont été adoptées, que nous pourrions adopter. Par exemple, on a les chiffres qui sont sortis ce matin dans les chiffres des douanes chinoises. Les importations, par exemple, de tomates, de purée de tomates, de ce qu'on appelle du triple concentré de tomates par les Italiens, ont augmenté de quasiment 200% la tomate du Xinjiang. Les exportations de machines à outils pour filer le coton d'Allemagne, en 4-5 ans, ont été multipliées par 10. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des leviers qui sont simples. C'est très bien de dire qu'il faut que la Chine ratifie les conventions de l'OIT. Mais si vous voulez, on peut faire pression sur la Chine, mais on ne peut pas prendre la décision à sa place. On ne peut pas la forcer, entre guillemets, à ratifier. On ne peut pas le faire à sa place. Par contre, on a des leviers. Faire des embargos sectoriels sur la tomate ou le textile qui viendrait du Xinjiang. Donc, c'est-à-dire des sanctions économiques ciblées. Faire des sanctions politiques ciblées sur des dirigeants de la région. Alors, on parlera, je pense, plus tard, c'est ce qu'on appelle un peu l'acte Magnitsky à l'européenne, etc. Il y a des leviers qui ne sont pas utilisés. Et quand les dirigeants européens disent « oui, mais au moins, on a parlé du travail forcé dans l'accord, donc c'est une grande étape », mais attendez, c'est très bien. En soi, bon, c'est indiqué, c'est très bien. Mais la Chine ne reconnaît pas qu'il y a du travail forcé. Et je vous invite à lire les différentes déclarations, par exemple, de l'ambassade de Chine en France, qui, 3 jours après, disait mais, « on n'a jamais dit qu'il y avait du travail forcé en Chine. On a juste mentionné le travail forcé en général dans l'accord. » Deuxièmement, il y a des leviers qu'on pourrait utiliser, qu'on n'utilise pas. Et donc, c'est très bien de dire qu'il faut que la Chine change de comportement. Et il faut évidemment espérer qu'elle le fasse. Sauf qu'encore une fois, on est de fait complice, directement ou indirectement, en nous ne prenant pas des mesures unilatérales. Et ça, c'est un vrai problème. Et encore une fois, quand tous les débats se concentrent en disant qu'il faut que la Chine ratifie, c'est très bien. Je pense qu'on peut juste en parler sur un point purement politique. C'est compliqué sur le plan politique de forcer la Chine à le faire. Pour une raison simple, c'est que il y a certains de nos partenaires qui sont très proches de nous qui ne les ont pas ratifiés. La Corée du Sud, elle a ratifié ni la 29 ni la 105. Les États-Unis, ils n'ont pas ratifié la 29. Les Japonais n'ont pas ratifié la 105. Donc vous êtes négociateur chinois. Première chose que vous dites, c'est attendez, je veux dire, on ne va pas les ratifier. Vos partenaires et vos alliés, entre guillemets, les États-Unis, ne l'ont pas fait. Donc on ne va pas le faire. Alors évidemment, l'argument, c'est de dire oui, mais entre guillemets, il n'y a pas de travail forcé, en tout cas de cette nature, aux États-Unis et au Japon. Mais sur le plan purement politique, les Chinois se réfugient derrière ça. Et donc, encore une fois, je pense qu'il y a, avant de dire qu'est-ce qu'il faut que la Chine fasse, et c'est tout à fait légitime, on peut le faire, ce n'est pas la question, il y a qu'est-ce que nous, on peut faire. Et moi, ces dernières années, notamment pendant que Trump était président, on a passé 4 ans dans toutes les conférences, alors 2.0 entre chercheurs, 1.5 ex-officiels, où tout le monde se plaignait des États-Unis, tout le monde se plaignait de la Chine. Et en fait, la vraie discussion qui est de dire, bon, écoutez, on peut se plaindre des autres, ce n'est pas la question. Qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Collectivement, les Européens, ça, personne n'en parle. Alors, je ne parle pas du Parlement européen, ce n'est pas la question. Je parle vraiment dans les conférences, tout ça, entre chercheurs. À un moment, il fallait dire, écoutez, non, la vraie question qui se pose, c'est quels sont nos leviers? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les processus pour atteindre l'unanimité? Parce que c'est compliqué, parce que vous avez Malte ou Chypre qui, sur de nombreux sujets, peuvent bloquer. Vous avez la Hongrie sur d'autres sujets qui bloquent fréquemment. Mais c'est ça la question de fond. Et tant qu'il y a une volonté d'avoir une unité européenne, mais il n'y a pas forcément de réalisation concrète, ce n'est pas suffisant. Le fait que le président Macron, par exemple, ait essayé de mettre en avant cette unité européenne et la mentionne régulièrement, c'est une bonne chose. Le fait qu'il ait invité la chancelière Merkel et le président de la commission Juncker lors de la visite d'État de Xi Jinping en France, c'est une bonne chose en soi. Et le problème, c'est que les Allemands n'ont pas forcément joué le jeu. À ma connaissance, quand les Allemands vont en Chine,
ou quand ils reçoivent, ils n'invitent pas de Français. Et entre guillemets, ça ne va pas assez loin. Et donc ça, c'est une vraie question de fond, et en fait, et c'est une question sur d'autres sujets aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une vraie unité européenne, parce que tant qu'il n'y a pas cette vraie unité et cette cohésion, on n'aura pas les leviers pour vraiment faire face à la Chine dans un moment où, encore une fois, c'est fondamental, et comme le disait parfaitement Mounir, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais sur les questions technologiques, sur les questions techniques, de standardisation technique et autres, c'est des enjeux considérables. La Chine a des ambitions énorme, et elle a raison, je veux dire. Son objectif, il est clair, il est d'être complètement indépendant des technologies occidentales. Ils ont raison, ils ont parfaitement conscience que c'est un levier de pression sur eux. Sauf que les Européens, en tout cas, ne l'utilisent pas, comme je le disais précédemment. Donc eux, le but, c'est d'accroître leur résilience et d'éviter à tout prix d'être dépendants de ces technologies. Et ben, utilisons ça, utilisons ces leviers. Et encore une fois, il y a plein de leviers qu'on a, mais qu'on n'utilise pas pour des raisons politiques X ou Y. Merci beaucoup. Alors, l'enjeu de ce débat, c'est aussi de voir comment on peut constituer du coup une diplomatie européenne. Quand on entend ces blocages, je dois dire que je suis assez surprise parce que c'est vrai qu'on a l'impression du coup que dans la sphère politico-médiatique, il y a vraiment ce fantasme du monstre chinois qui va avaler l'Europe toute crue. Et en fait, on se rend compte avec ce que tu dis que c'est très faux si on regarde les chiffres et les statistiques. Alors, je vais d'abord te poser la question peut-être d'un point de vue technique et puis après, Mounir, si tu peux rebondir sur le côté politique. D'où viennent ces blocages? Est-ce que c'est un manque d'information des députés? Est-ce que eux des eurodéputés, est-ce que eux sont vraiment convaincus que la Chine est ce géant qui va nous manger et donc il faut pas trop le froisser? Ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux un petit peu plus larvés, peut-être desquels on n'aurait pas connaissance? Et puis après, Mounir, si tu peux aussi répondre à cette question par ton travail. La question, elle ne se pose pas sur les eurodéputés. Alors, ce n'est pas pour flatter les eurodéputés qui sont présents ici, mais concrètement, les eurodéputés, notamment français, vont beaucoup plus loin au Parlement européen qu'ils ne peuvent aller dans les parlements nationaux, en général. Et surtout les Français. Tous les eurodéputés français, de n'importe quel groupe politique, vont beaucoup plus loin au Parlement européen qu'ils ne le font au sein du Parlement national. Deuxièmement, les députés européens, et par exemple le président du groupe pour les relations avec la Chine est un écologiste, il va extrêmement loin. Il est extrêmement direct, extrêmement cash, il est excellent dans ses fonctions. Donc je veux dire, le problème, ce n'est pas les députés européens, très honnêtement. C'est au niveau du Conseil et de la Commission. Premièrement, dans les différents États membres, il y a quand même un manque de connaissances effarant sur la Chine. Aujourd'hui, quand vous allez, y compris dans la cellule diplomatique de l'Élysée, alors il y a un nouveau conseiller Asie qui est excellent, donc ce n'est pas lui que je vais critiquer, mais généralement les questions asiatiques sont très peu connues. Ou alors elles sont abordées uniquement sous le prisme économique. Pardon. Et donc, si vous voulez, il y a une méconnaissance très forte de la Chine. Dans les administrations en général, des gens qui connaissent bien la Chine, qui parlent bien chinois, qui analysent les textes de loi chinois, etc., ils sont très peu nombreux. Et donc, en général, il y a une méconnaissance de la Chine. Donc, évidemment, quand la Chine projette cette image de puissance, et elle a raison de le faire, entre guillemets, on ne peut pas reprocher à la Chine d'essayer de jeter cette image de puissance, évidemment, ça infuse. Et que nous, on a l'impression que c'est la toute-puissance chinoise, etc., sans voir les vulnérabilités chinoises, qui sont extrêmement nombreuses, sans voir nos propres forces. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Moi, j'avais fait ma thèse il y a quelques années, justement, sur la pensée stratégique chinoise, et tout ce que je mettais en avant, c'était le complexe d'insécurité de la Chine. La Chine, elle se sent beaucoup plus en insécurité qu'on croit. Et que quand on dit en permanence la Chine, en fait, est devenue arrogante parce qu'elle considère qu'elle est extrêmement puissante, je pense que c'est une erreur d'analyse fondamentale. Quand on lit ce qui est écrit en Chine, quand on a vécu en Chine, quand on rencontre les universitaires, les diplomates, les membres du parti chinois, ils veulent projeter cette image de puissance. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Il y a encore des défis considérables en Chine, ils en ont conscience. Ils ont une peur bleue, c'est que l'Europe se rapproche des États-Unis et prenne des décisions fortes, ou que tout simplement l'Europe seule prenne des décisions fortes. Et pour conclure sur l'Europe, ce que veut faire la Chine vis-à-vis de l'Europe, c'est simple. La Chine, on en parle depuis des années dans les discussions qu'on a avec eux, c'est de, entre guillemets, neutraliser l'Europe. Neutraliser l'Europe, ça veut dire quoi? C'est d'éviter à tout prix que les Européens se rapprochent trop des Américains. Et d'éviter qu'il y ait, entre guillemets, un front uni contre la Chine. Et donc, pour le faire, ils considèrent que les Européens, c'est un ventre-mou, que le fonctionnement européen à l'unanimité fait qu'on peut bloquer assez facilement des décisions,
et que donc il faut exploiter cette capacité de blocage. Et donc il faut séduire certains pays. Alors pendant longtemps, on disait un peu bêtement, c'est les pays d'Europe de l'Est trop facilement. Je pense que c'était une erreur. Parce que les pays d'Europe de l'Est, certains sont extrêmement proches des États-Unis. Et donc ce sont ceux qui aujourd'hui sont à la pointe. Il suffit de voir par exemple ce que publient les pays baltes, ce que publient les Polonais, ce que publient d'autres pays. C'est extrêmement dur. Le problème aujourd'hui, c'est peut-être plutôt certains pays de l'espace méditerranéen, notamment Malte, Chypre, la Grèce sur certains sujets. Et en fait, la Chine, elle veut justement éviter cette unité européenne. Mais si elle veut éviter cette unité européenne, c'est bien qu'elle a conscience de la puissance potentielle de l'Union européenne. Et en fait, j'ai envie de dire, le travail, il n'est pas vis-à-vis des Chinois, il est vis-à-vis de nous. Qu'on prenne conscience de tous les leviers dont on dispose et qu'on accepte enfin de les mettre en œuvre. Et encore une fois, je ne pense pas que le Parlement, ce soit ce qui bloque aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est avant tout les États membres. Et même dans les États membres qui se veulent être à la pointe, certaines décisions, et je pense que sur la France, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a plein de choses où il y a des problèmes, où il y a des dysfonctionnements, y compris à l'Élysée, qui ne sont pas réglés encore aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un espèce de saucissonnage, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie qui s'étendent jusqu'à l'Europe, avec la Chine qui investit stratégiquement dans certains pays, donc par exemple la Grèce, tu en parlais. Du coup, Mounir, je te laisse rebondir aussi dessus sur cette unité européenne et ce que pourrait faire alors le Parlement européen face à cette inertie, cette division potentielle des États membres et des positions peu fortes du Conseil et de la Commission. Oui, quelques éléments avant peut-être de laisser place au débat et aux questions. Je suis globalement d'accord avec Antoine sur le mythe qu'on a construit autour de la puissance chinoise, sauf peut-être sur la question de l'électronique et des terres rares. Et là, moi, ma réponse d'écologiste, elle passe aussi par de la sobriété sur ces questions-là. Tant qu'on aura des gens qui considèrent que notre force, c'est l'avancée technologique et l'électronique, on aura cette dépendance-là par rapport à la Chine. Et je pense que la perception écologiste de l'économie peut nous permettre de faire en sorte de réduire un peu cette dépendance. Mais sur le reste, je suis d'accord, c'est construit un mythe dans la tête des dirigeants européens. La diplomatie et le lobbying chinois y a été pour beaucoup. Et puis, moi, si je reconnais une force aux dirigeants chinois, c'est qu'ils savent jouer sur nos divisions. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de filière en Europe des énergies renouvelables? On était à 2 doigts de l'avoir. Et bien, la diplomatie chinoise a été efficace. Ils ont réussi à nous diviser, à menacer chaque État et à faire pression. Et il n'y a pas eu d'unité européenne là-dessus. S'il y avait une unité européenne, on aurait aujourd'hui une grande industrie du renouvelable. Et ben, ils sont allés voir les Allemands en leur disant vos voitures et vos machines-outils, si vous allez au bout de cette stratégie, ça sera niette, on fermera le marché. Ils sont allés voir les Français sur l'industrie du luxe. Ils ont fait le tour des autres capitales européennes. Et au lieu de dire non mais attends, tu n'auras pas affaire à l'Allemagne sur les machines-outils, à la France sur le luxe, à la Grèce sur l'investissement financier, tu auras affaire à toute l'Europe unie qui fera bloc et le marché européen te sera fermé. Et ben, chacun n'a vu que son propre intérêt. Et moi, je le dis souvent, celles et ceux qui m'ont déjà entendu penseront que je me répète, mais je l'assume. Le problème de l'Union européenne, c'est les égoïsmes nationaux. Tant qu'on ne sera pas sorti des égoïsmes nationaux, on n'aura pas la place dans le monde qui nous revient et qui est la nôtre. Nous ignorons notre force et nous n'intégrons pas la place qu'on doit jouer dans le monde. Et moi, je ne suis pas pour qu'on... J'ai osé parler tout à l'heure de souveraineté européenne, mais je pense aussi à notre voisinage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre défi économique et politique, dans le cadre du Green Deal et des circuits courts, c'est de construire une stratégie et des partenariats stratégiques avec notre voisinage. Et tu l'as cité tout à l'heure, l'Afrique, le Maghreb, un certain nombre d'autres pays
On est à la fois dans un enjeu de l'accompagnement au co-développement, mais aussi de la gestion positive de la question de la migration. On devrait travailler beaucoup plus avec notre voisinage. Et l'accord avec notre voisinage peut nous permettre de manière efficace et positive de réussir notamment nos enjeux liés au Green Deal. Moi, je ne souhaite pas, si je pose le principe de la souveraineté européenne, je ne veux pas qu'on se barricade derrière nos frontières. Je veux qu'on ait des plans stratégiques et pas des accords de libre-échange où on fait subir au Maroc et à la Tunisie ce qu'on dénonce dans le Mercosur. Je suis pour qu'on ait des accords stratégiques parce qu'un produit qui fait 14 kilomètres pour passer de Tanger à l'Espagne n'a pas le même coût environnemental qu'un produit qui vient de Chine. Donc, si l'avenir de notre économie, c'est les circuits courts, c'est le respect de l'enjeu climatique, on a de quoi, sur le bassin méditerranéen en lien à l'Afrique, de construire un véritable contre-modèle. Et au lieu de faire ça, on laisse la Chine, d'ailleurs, venir nous chercher, y compris dans notre propre voisinage, et l'Europe et la France reculent en termes d'investissement, en termes d'accompagnement, et on s'apprête à entériner un accord d'investissement qui ne respecte ni l'intérêt des PME. Si à la fin, il y a un certain nombre de multinationales européennes qui s'en sortent par un accès plus facile au marché chinois, il y aura deux, trois éléments. Mais nos PME vont y perdre. On va laisser crever les PME européennes. Et derrière les PME européennes, il y a la question de l'emploi. Parce que ce n'est pas grâce à la dizaine ou à la vingtaine ou à la trentaine de grandes multinationales européennes qu'on résout la crise sociale et la crise et le besoin en emploi en Europe. Et donc, notre problème, c'est on n'est pas conscient de la force qu'on peut représenter, et c'est vraiment dommage. Et là, pour le coup, sur le plan économique, c'est évident. C'est évident. Et surtout, on ne développe pas notre propre stratégie, que ce soit vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis. On n'arrête pas de prétendre au multilatéralisme, mais multilatéralisme veut dire, nécessite qu'on se vit comme une force importante qui compte dans le monde, sur ces questions-là, mais aussi sur les autres. Merci beaucoup Mounir, c'est parfait parce que je voulais aborder la question notamment de la coopération climatique. Donc je vais pouvoir rebondir sur ce que tu disais et puis par la suite on pourra ouvrir un round de questions. Je suis sûre qu'elles sont nombreuses, notamment parce qu'on n'a pas encore eu le temps pour l'instant d'aborder la question des droits humains et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a été très très vocaux. Les écolos à différents échelons de la même manière. Et puis, Mounir, tu es un petit peu notre porte-voix au Parlement européen sur ce sujet. On te remercie d'ailleurs. Donc, sur la coopération climatique qui nous concerne aussi particulièrement en tant qu'écologistes, on se demandait un petit peu ce qu'on pouvait penser de la posture chinoise qui a annoncé l'année dernière, il me semble, le début de la baisse des émissions d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2060. Mais on sait parallèlement que la Chine continue de construire des centrales à charbon, davantage que dans tout le reste du monde, qu'elle les finance dans le cadre des nouvelles routes de la soie, qu'elle a aussi tendance à exporter ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense au reste de l'Asie du Sud-Est, tu en parlais très brièvement tout à l'heure, Antoine. Et à cet égard, on peut se demander qu'attendre du 14e plan quinquennal. Est-ce qu'il y a des ambitions concrètes, chiffrées, qui ont été annoncées? Alors, le plan quinquennal, on ne l'a pas encore. Il faudra attendre le congrès, a priori, dans quelques semaines pour avoir le texte et vraiment voir. Pour l'instant, on a les grandes lignes. Bon. Les questions environnementales et la question notamment de la pollution au sens propre en Chine, c'est un véritable problème et ça fait des années que les autorités en ont parfaitement conscience. Il y a un mécontentement populaire, ça fait des millions de morts chaque année. Et évidemment, j'ai envie de dire, on n'a pas d'un côté des dirigeants chinois qui s'en foutent royalement et qui se disent que ce n'est pas du tout un problème. Ils ont conscience que c'est un problème, ça prend du temps, etc. La vraie question qui se pose pour nous, c'est quels sont les engagements concrets de la Chine. Xi Jinping donc, a annoncé 2030 le pic des émissions, 2060 la neutralité carbone. Pour l'instant, on ne voit pas dans les stratégies présentées par la Chine comment est-ce qu'ils vont y arriver. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des annonces, mais on n'a pas d'éléments concrets qui nous permettent de nous rassurer, entre guillemets, sur la tenue de ces objectifs.
Deuxièmement, je pense qu'il y a sur le plan purement européen une erreur, et les Américains, et notamment John Kerry, qui est désormais l'envoyé spécial du président pour le climat, le mentionne, c'est l'idée de dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit trop dur sur la Chine, sinon elle va arrêter de coopérer sur les questions climatiques, environnementales, etc. Premièrement, la Chine a un intérêt à coopérer sur ces enjeux. Je veux dire, la Chine, elle est frappée comme les autres par le changement climatique. Je peux vous assurer que la baisse de l'hydrométrie en Chine, qui entraîne potentiellement une baisse des récoltes, alors que la Chine a une insécurité alimentaire extrêmement importante. La montée du niveau des eaux, alors que le cœur politique, économique, démographique de la Chine, démographique et économique, plus que politique, Pékin est un peu à l'intérieur des terres, et sur la côte. Donc je veux dire, la Chine, elle va être frappée, et elle est déjà frappée par le réchauffement climatique. Le problème des Européens, et surtout de la position française, parce que c'est beaucoup ce qui est mis en avant, c'est l'idée, ah oui, mais en fait, grâce à la France, la Chine est dans l'accord de Paris. Vraiment, ce n'est pas exactement, en tout cas uniquement grâce à la France, et en tout cas que le président Macron se félicite que grâce à lui, la Chine reste dans l'accord de Paris, c'est un peu gonflé, pour une raison simple, parce que premièrement, la Chine a un intérêt à y rester, parce que ses engagements à elle sont extrêmement limités, contrairement à d'autres pays dans l'accord de Paris. Deuxièmement, qu'évidemment, quand les Américains étaient sortis de l'accord de Paris, la Chine avait un capital politique considérable en y restant, et qu'aujourd'hui, quand elle organise des grandes conventions, par exemple sur la biodiversité, d'ici la fin de l'année à Kunming, la Chine a tout un intérêt à jouer cette carte-là. Et donc, l'argument français, qui est beaucoup mis en avant en fait, entre guillemets, c'est grâce à nous que la Chine prend ses mesures, et la Chine va, si nous, on fait des concessions sur d'autres sujets, la Chine risque de faire des concessions sur les questions environnementales. Ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Parce que, évidemment, à partir de ce moment-là, la Chine met en avant la carte en disant, si vous ne voulez pas, par exemple, si vous commencez à nous sanctionner sur les questions des droits de l'homme, très bien, on ne prendra pas de mesures sur les changements climatiques. Et souvent, les Européens disent, ah ben non, mon Dieu, dans ce cas-là, on ne va rien dire. Je pense que prenons la Chine au mot. Très bien, faites-le. Sortez de l'accord de Paris, on va voir si vous êtes prêts politiquement et vis-à-vis de votre propre population. Parce que la population chinoise, ce n'est pas la population américaine. La population chinoise, elle a beaucoup plus conscience des enjeux environnementaux, j'ai envie de dire, qu'à la population américaine. Le développement est moindre, mais ils en subissent tellement les conséquences que je peux vous assurer qu'au niveau local et au niveau national, les gens ont envie que ça change. Pour avoir vécu très longtemps à Pékin, pour avoir vécu les années à Pékin de 2008, 2009, 2010, où pendant des jours et des jours, vous ne voyez plus le soleil, où dès qu'il pleuvait, que vous étiez dehors, il fallait aller prendre votre douche, et que le bac de douche, grosso modo, était gris parce que la pluie était dégueulasse, et que vous aviez des problèmes d'asthme et compagnie, et que vous n'ameniez plus vos enfants, parce qu'à une époque, maintenant c'est en train de changer à Pékin, ça s'améliore un peu. Mais les diplomates français, par exemple, n'amenaient plus leurs enfants, les jeunes enfants. Quand vous aviez des enfants de 1 an ou 2 ans, vous ne les ameniez plus à Pékin, parce que c'était considéré comme trop risqué pour eux. Donc la population chinoise, elle a un intérêt. Et là-dessus, je pense qu'il faut évidemment continuer à discuter avec la Chine, essayer que la Chine fasse plus, qu'elle présente des plans concrets, ne pas nous se lier les mains sur d'autres questions au prétexte que sinon la Chine ne fera rien. Et puis surtout, je pense que c'est un point par rapport, entre guillemets, aux routes de la soie, à l'exportation de la Chine de capacités, notamment d'électricité à base de charbon, c'est de proposer des alternatives à ces pays-là. Aujourd'hui, la Chine, elle arrive avec des solutions clés en main, elle les cofinance. Vous êtes l'Indonésie, vous avez besoin d'électricité, c'est le moins cher, vous prenez cette option-là. La question, c'est est-ce qu'ils ont des vraies alternatives à des prix qui sont intéressants pour ne pas faire du charbon. Et là-dessus, il faut qu'on propose soit des solutions de charbon plus propres, au moins c'est déjà mieux, soit des propositions évidemment de renouvelables. Et là-dessus, il faut voir s'il n'y a pas de partenariat à faire de l'Union européenne avec d'autres acteurs. Il y a par exemple un partenariat qui existe aujourd'hui en Asie du Sud-Est qu'on appelle Blue Dot, entre les États-Unis, le Japon et l'Australie. Est-ce que ce n'est pas une initiative que peuvent rejoindre les Européens pour faire des infrastructures de production d'électricité propres? Et il faut qu'on propose des choses. Mais si on reste dans « Ah oui, mais la Chine exporte du charbon », enfin, exporte grosso modo des propos. Et évidemment qu'elle va le faire. La Chine aujourd'hui, c'est 50% de la production et de la consommation de charbon au monde. Ils savent faire, ils peuvent faire facilement, ils sont en surcapacité en termes de production de centrales. Évidemment qu'ils veulent les exporter. C'est à nous de convaincre les autres pays de dire
N'importez pas ça. N'importez pas ça, on a des alternatives. Et là-dessus, je pense qu'encore une fois, on peut faire grand-chose, on peut faire des choses beaucoup plus que juste critiquer la Chine. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer la Chine, mais dire on attend que la Chine change n'est plus suffisant aujourd'hui. Et il faut qu'on propose des alternatives et on peut le faire. Merci beaucoup. Est-ce que Mounir, tu souhaites compléter avant qu'on passe aux questions? Non, ça va? Parfait. Après ce qui vient d'être dit, non? Et ouais, on n'a que des intervenants parfaits à la Transnat, hein, c'est comme ça, donc c'est efficace directement. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou je continue avec ma petite liste de questions qui, moi, me passionne particulièrement? Je ne vois pas de main levée et pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas. En attendant, je voudrais qu'on parle un petit peu on a parlé un petit peu des enjeux économiques, notamment du lobbyisme un peu chinois. On a parlé des enjeux aussi climatiques. Et c'est vrai que ce qu'on a beaucoup vu avec la crise du Covid, là, pour l'instant, c'est l'influence que la Chine essaie d'avoir dans les organisations internationales. Donc, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu cette question du multilatéralisme, l'enjeu stratégique qui est pour la Chine, le fait de positionner un petit peu ses pions dans diverses organisations. On pense aussi aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, Antoine? C'est très large comme question, mais peut-être vraiment sur cette montée en puissance qu'on a vue vraiment au cours de la dernière année. Est-ce que c'était un phénomène latent ou est-ce que c'est vraiment très récent et ça participe aussi de la montée en puissance économique chinoise? Je pense qu'il faut être très clair. La pandémie de la Covid-19, ça a été uniquement un révélateur et un catalyseur de tendances qui préexistaient. La présence croissante et l'influence croissante dans les organisations internationales, ça ne date pas de 2020, ça commence il y a bien longtemps. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, dirige 4 des 15 grandes organisations liées à l'ONU, notamment l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, l'Organisation internationale des télécommunications et 2 autres. La Chine, c'est tout à fait légitime pour elle, comme tous les pays émergents, de vouloir être mieux représentés dans leurs organisations internationales et de s'assurer, par exemple, qu'au niveau des fonctionnaires internationaux, il y ait davantage de Chinois. Il faut être très clair, pendant des décennies, les Européens, les Américains, les Occidentaux au sens large ont trusté les postes dans les organisations internationales et au niveau des fonctionnaires internationaux. Donc c'est normal qu'il y ait une évolution, c'est normal qu'il y ait plus de Chinois, plus d'Indiens, plus de pays africains et en soi, l'élection récente à l'OMC est évidemment une bonne chose. La question qui se pose, c'est comment est-ce que la Chine essaye d'utiliser les organisations internationales à travers des objectifs d'influence. Encore une fois, on le sait, le principal problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de coordination, par exemple entre les pays européens et leurs partenaires, pour par exemple proposer des alternatives, encore une fois. On prend la FAO. Donc encore une fois, c'est un Chinois qui a été élu il y a quelques années. Les Français et les Européens avaient présenté une candidate unique. C'était très bien. Ils étaient persuadés, par exemple, que l'ensemble des pays africains, notamment des pays africains francophones, voteraient pour la française. C'était une évidence pour les diplomates français. Ça ne s'est pas du tout passé. Et donc, en fait, il y a un peu un côté, on ne comprend pas parce qu'on a toujours été là, parce qu'on a toujours été élu assez facilement, et maintenant, on n'est plus élu. C'est normal. La Chine, elle propose des alternatives à ces pays, et évidemment, elle les incite à voter pour les candidats chinois. Et entre guillemets, c'est tout à fait légitime de la Chine d'essayer de le faire. Encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que nous, on fait pour avoir une approche plus cohérente, avec beaucoup plus de cohésion entre les Européens, avec nos partenaires. Et sur ce point-là, ce qui est très important, c'est qu'on entend beaucoup parler, est-ce qu'il ne faudrait pas un club des démocraties? Est-ce qu'il ne faudrait pas ce qu'on appelle le D10, donc les 10 plus grandes démocraties, grosso modo les pays du G7, plus l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, etc. Enfin, pourquoi pas, mais en fait, c'est un problème en soi, l'idée de faire un club des démocraties avec 10 pays. Il y a des démocraties ou des pays quasi-démocratiques sur quasiment tous les continents. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas dire c'est uniquement les grandes démocraties occidentales qui vont s'unir. C'est justement sur les questions purement démocratiques d'avoir des pays africains, d'avoir des pays d'Asie du Sud-Est, d'avoir des pays d'Amérique latine, qui pour certains sont démocratiques ou quasi-démocratiques et qu'il faut justement soutenir. Et pas d'avoir un club exclusif entre 10 pays qui se considèrent comme les seules démocraties, etc. L'autre point, c'est que la Chine, sur le multilatéralisme, depuis plusieurs années, elle met évidemment en avant un multilatéralisme, mais qui est avant tout sélectif et alternatif. Donc elle le choisit quand ça l'arrange.
Et puis alternative parce qu'elle va créer des organisations régionales ou internationales qui évidemment sont dans son intérêt. Et sur ce point, c'est encore une fois logique. C'est tout à fait normal que la Chine essaye de le faire et elle a entre guillemets tout à fait raison d'essayer de le faire. Et donc la question c'est comment est-ce que nous, en termes de purement multilatéralisme, on fait beaucoup plus. Alors, il y a quelques initiatives, il y a ce qu'on appelle l'Alliance du multilatéralisme qui a été portée par la France et l'Allemagne depuis 2019, il faut sûrement la pousser. Mais encore une fois, il faut, je pense, essayer d'avoir des approches qui sont les plus larges possibles et les Européens doivent être exemplaires. Et sur la question, par exemple, aujourd'hui de la crise sanitaire, on n'a pas forcément toujours été exemplaires sur l'assistance portée aux pays extra-européens et que c'est de nos propres vulnérabilités et faiblesses dont la Chine profite. Pourquoi est-ce que la Chine aujourd'hui en fait 3 tonnes sur la diplomatie des vaccins? C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative pour certains pays. L'initiative COVAX va arriver, mais plus tardivement. Et donc, en fait, la Chine a parfaitement conscience que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'image qui est donnée, c'est il y a des vaccins faits par les pays riches pour les pays riches, et il n'y a rien pour les pays les plus pauvres ou les pays en développement. Et que la Chine va essayer, à travers quelques doses, quelques millions de doses, de combler ce vide politique et d'essayer d'en tirer des bénéfices. Ils ont parfaitement raison de le faire. Pas leur reprocher. La question, c'est pourquoi est-ce que nous, on ne l'a pas fait plus? Alors, il y a des raisons politiques et autres. Il y a une crise sanitaire. C'est difficile d'expliquer aux Européens qu'on va prendre 10% de notre dose et les envoyer dans d'autres pays. Et c'est difficile de convaincre l'opinion publique de le faire. Mais il y a une question de véritablement de responsabilité et surtout à court et moyen terme. Parce que la Chine est en train de marquer des points dans ces pays et nous, on est en train d'en perdre. Et l'Europe, qui pendant des années s'est présentée comme le leader sur les questions de diplomatie sanitaire, est en train de perdre des points. Et donc, encore une fois, il faudrait qu'on fasse plus, sensibiliser les opinions publiques et avoir, entre guillemets, un débat sur ces questions-là. Merci beaucoup. C'était très clair et puis ça pousse à aller se renseigner davantage. Je laisse la parole aux autres parce que c'est vrai que j'ai posé beaucoup de questions. Françoise, si tu veux intervenir. Et puis après, Régis. Oui, j'avais même pas vu que j'avais laissé mon micro, dites donc. J'espère que je n'ai pas fait de bruit. Si tu nous as tous insultés, comme d'hab. Voilà, exactement, mais pas assez fort apparemment. Bon, tant pis. Merci beaucoup parce que effectivement, ça remet, j'allais dire très vulgairement, des pendules à l'heure, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on dit en général et ce qu'on croit et ce qu'on veut faire croire peut-être sur la toute-puissance de la Chine et en oubliant tous les moyens de pression qu'on pourrait avoir. Et donc, merci beaucoup pour cet éclairage. De même sur, effectivement, les volontés de la Chine de vouloir s'implanter dans les organismes internationaux qui sont, comme vous le disiez, tout à fait justifiés vu la place prise depuis 2 siècles et même plus, on va dire 1492 bientôt, et même avant, depuis très très longtemps par l'Europe, et donc il est tout à fait normal que la Chine y ait sa place. Évidemment, après, c'est l'instrumentalisation et l'utilisation qu'elle peut en faire. J'aurais une question par rapport à justement ce que disait aussi Mounir, donc que s'il y avait une unité de l'Europe, il n'y aurait pas de problème on pourrait avoir des actions et des pressions beaucoup plus importantes, évidemment, et on pourrait menacer, entre guillemets, de dire, eh bien, vous n'aurez plus accès à telle chose, à telle chose, à telle chose. Mais en même temps, donc derrière, ça veut dire qu'il y a quand même des lobbies, et il y a quand même des multinationales, et il y a quand même des entreprises qui trouvent leur compte. Et donc, c'est peut-être là aussi ce qu'il faudrait pointer pour essayer de dire et de montrer, j'allais dire, aux populations, oui aussi, mais de montrer aux dirigeants, ils le savent parfaitement, hein, je pense, quels sont les lobbies et quelles sont les puissances économiques derrière. Mais je crois qu'il y a vraiment une déconstruction à faire, justement, par rapport à ce que vous disiez. Parce que, par exemple, quand on parle de l'Afrique et quand on parle de l'exploitation de l'Afrique encore par la puissance française et l'ancienne colonisation, puissance colonisatrice, on nous répond, ah oui, mais si on n'est pas là, ça sera les Chinois. Et c'est un peu pour tout pareil, quoi. Si nous, on ne fait pas ça, eh bien, les Chinois vont le faire et donc on va rentrer dans une concurrence déloyale où ils vont nous battre absolument, etc. Donc, tout ce que vous avez montré montre bien qu'en fait, c'est effectivement
un problème de mondialisation inégalitaire telle qu'elle se passe. Hein, et bien entendu, ce que disait Mounir en tant qu'écologiste, on pourrait parfaitement développer en France, en Europe, un peu partout ailleurs qu'en Chine, du photovoltaïque, des éoliennes, etc., etc. On commence à le faire. On peut essayer de chercher aussi d'autres matériaux qui ne sont pas des matériaux comme le lithium, etc., qui vont nous faire repartir dans des guerres et des conflits. Donc la question, oui, c'est par rapport à ces pouvoirs économiques qui sont derrière, quels sont ceux qui tiennent justement et qui ont une pression suffisante pour que les États cèdent finalement. Ou alors est-ce que c'est aussi parce que finalement le nationalisme, et avoir un ennemi de l'intérieur, c'est pratique, et l'ennemi de l'extérieur, c'est assez pratique. Donc la Chine, c'est pas mal non plus de pouvoir dire c'est la faute aux Chinois, comme on disait déjà il y a bien longtemps. Merci. Si je peux revenir très rapidement sur le rôle des entreprises, il faut être très clair. Aujourd'hui, en France, vous avez certains groupes d'entreprises, notamment ce qu'on appelle le comité France-Chine, c'est grosso modo la partie chinoise du MEDEF, qui sont extrêmement influentes. Quand vous avez des visites d'État ou des visites plus largement ministérielles en Chine, le comité France-Chine a un rôle extrêmement important que leur équivalent dans les autres pays n'ont pas. Deuxièmement, vous avez quelques très grandes entreprises françaises qui ont une exposition considérable au marché chinois. Vous prenez aujourd'hui Airbus et vous prenez Orano, donc anciennement Areva, les deux entreprises sont extrêmement dépendantes au marché chinois sur des méga contrats qui sont négociés de gouvernement à gouvernement et non pas d'entreprise à entreprise et qui donc sont extrêmement susceptibles de faire l'objet de pressions politiques de la part des autorités chinoises et qui par ailleurs sont extrêmement fragilisées. Orano aujourd'hui qui n'a plus de marché du tout en Chine, si jamais il n'y a plus du tout de marché en Chine, c'est pour la viabilité de l'entreprise un vrai problème. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais la réalité, c'est ça. Et que les décideurs politiques, depuis de plusieurs années, quand ils écoutent les dirigeants d'Airbus et d'Orano, évidemment, ont un intérêt à avoir de bonnes relations avec la Chine et de préserver les intérêts de ces entreprises-là. Après, plus largement, les très grandes entreprises françaises, certaines sont très exposées en Chine. LVMH est très exposé. Peugeot reste très exposé, même si on voit que Renault et PSA ont des grandes difficultés. Et de plus, sur les marchés chinois, on voit que Carrefour est sorti du marché chinois, etc. Donc en fait, c'est vrai que par rapport à d'autres pays, on a une structure du commerce. Les grandes entreprises ont un rôle prépondérant, ça entraîne un biais. Et le biais, on parle souvent de Siemens, de Volkswagen, comme ayant une influence disproportionnée sur les questions chinoises par rapport à d'autres pays. Volkswagen, par exemple, son plus gros marché aujourd'hui, ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Chine. Il y a beaucoup plus de voitures produites aujourd'hui par Volkswagen en Chine que produites au sein de l'Union européenne. Donc effectivement, je suis parfaitement d'accord. Il y a certaines grandes entreprises qui ont une influence démesurée, et ça, il faut le prendre en compte dans l'analyse et puis après dans l'évolution potentiellement politique. Merci beaucoup. Abdesalam et Régis, j'ai pas de femmes qui lèvent la main. Donc les femmes, si vous voulez lever la main, n'hésitez surtout pas. Régis, peut-être d'abord, tu étais avant, et puis Abdesalam. Antoine, Mounir, vous préférez prendre les questions d'un coup ou au fil de l'eau, c'est mieux? Ça vous est égal? Non, c'est au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est bien. Comme tu veux. Bon, Régis, vas-y. Et malheureusement, comme il est déjà 20h13, si vous pouvez essayer de faire court sur les questions, je sais que c'est des sujets souvent très polémiques et très sensibles, mais essayons d'aller au plus efficace. Régis, je t'en prie. Je vais faire très très rapide. En fait, c'est deux, trois questions. La première question, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'ai pas. Moi, dans ma compréhension en fait du pourquoi l'Union européenne a accepté de signer finalement, il y avait le rôle central de Angela Merkel. Je n'ai pas. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou est-ce que je n'ai pas entendu dans vos différents échanges? Donc, est-ce que c'est confirmé ou pas donc pour nos deux interlocuteurs? La deuxième question, ça concerne les moyens de pression.
Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que il y a, bon, nous, au niveau de l'Allemagne, on a également des allers-retours assez constants également avec la société civile. Au niveau de la société civile, il y a beaucoup de choses actuellement en préparation pour contester cet accord. Et donc, je pense que Mounir devrait bientôt avoir des nouvelles de certaines ONG très, très, très bientôt à ce sujet. Parce que, apparemment, il semblerait que la deadline, la vraie deadline, ce serait plutôt 2022 et qu'on risquerait d'être dans la zone, comment dirais-je, de la campagne électorale. Donc, du coup, la question qui se pose est comment comment s'organiser pour faire pression pour que cet accord ne puisse pas être signé. Donc, à la fois au niveau de l'Union européenne et également au niveau de la Chine, la question se pose. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis d'Antoine Blondin à ce niveau, c'est sur qui faut-il cibler en Chine? Parce que il semblerait qu'on ait toujours les vieilles grilles d'analyse. Or, il semble que depuis que Xi Jinping est là, la grille d'analyse ne doit pas forcément être la même sur les moyens de mettre la pression sur la Chine. Donc, est-ce qu'il a une analyse à proposer à la société civile de ce point de vue, ainsi qu'à nous, partis politiques? Et troisième question très rapide, quid de des routes de la soie? Sur l'Allemagne, je pense qu'on en a parlé avec Mounir, peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Évidemment que l'Allemagne a eu un rôle prépondérant vis-à-vis de cet accord. Alors officiellement, ce n'était pas à l'Allemagne de négocier, c'était à la Commission. Mais évidemment, pour Angela Merkel, il y avait un enjeu politique et économique très important de parvenir à cet accord, puisque les multinationales allemandes sont extrêmement exposées, encore une fois, sur le marché allemand, que l'Allemagne exporte considérablement vers la Chine, et que notamment toutes les machines-outils, etc., sont vraiment des biens considérables et extrêmement importants pour l'économie allemande. Donc l'Allemagne a très certainement joué un rôle, il faut être très clair, très très important. La différence cependant, je dirais, entre l'Allemagne et la France, c'est que vous avez en Allemagne aujourd'hui le début d'un véritable débat sur la Chine, que vous n'avez pas encore en France. Alors, vous l'avez dans certaines associations, etc. Mais j'ai envie de dire, la Chine, je le dis souvent, ce n'est pas l'objet d'un débat politique en France. Ce n'est pas un objet de débat. Ça a commencé cette année, enfin en 2020, avec la question du Xinjiang. Et ça s'est concentré sur la question du Xinjiang. Mais j'ai envie de dire, le Xinjiang, c'est un des problèmes. C'est malheureusement pas le seul. Et qu'on n'arrive pas, encore une fois, pour l'instant, au niveau des partis politiques et entre partis politiques, dans le débat public, à avoir un vrai débat sur la Chine. Et ça, c'est une vraie question pour 2022, où la Chine devrait être une question beaucoup plus importante dans le débat, notamment pour les présidentielles, qu'elle ne l'a jamais été auparavant. La deuxième question, j'ai oublié, je me rappelle de la troisième sur les moyens de pression et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sanctionner. Encore une fois, on a évoqué plein de choses, la question de l'accès au marché, etc. Sur la question du Xinjiang, très concrètement, la grille d'analyse, ça peut être de dire, on considère qu'il y a du travail forcé. On a du mal à savoir ce qui est exactement ou pas produit avec du travail forcé. À partir de ce moment-là, du moment où on a un doute raisonnable, on fait un embargo sectoriel. Si on n'arrive pas à savoir quelle compagnie utilise qui produit du coton, par exemple, qui file du coton, utilise du travail forcé ou pas, de manière préventive, sauf si l'entreprise est capable de prouver qu'elle ne le fait pas, dans ce cas-là, on interdit. On fait des embargos sectoriels. On peut, par exemple, sur des embargos encore plus ciblés, viser ce qu'on appelle les Pingtuan, qui sont les corps de production au Xinjiang. Concrètement, c'est quoi? C'est quand l'APL est venue s'installer, l'Armée populaire de libération, au Xinjiang à partir des années 50, et qu'il y a eu un phénomène de migration en partie forcée de Han vers le Xinjiang. Ce corps de production a été responsable de l'industrialisation d'une partie du Xinjiang et aujourd'hui bénéficie considérablement du développement, à travers le travail forcé ou pas, du Xinjiang. On pourrait très bien cibler ces entreprises qui sont encore une fois liées de façon très étroite au système politique chinois et aux forces militaires chinoises. Donc en fait, après pareil, les dirigeants du Xinjiang qui sont en charge du ministère local de la sécurité publique, du ministère local de la sécurité d'État, des agences de renseignement en général au Xinjiang, on les connaît, on peut les sanctionner. Alors on va dire, bon, grosso modo,
un dirigeant du Xinjiang, bon, sauf si ses enfants vivent en Europe et qu'il a des maisons en Europe, ce qui est généralement rarement le cas, ça ne va pas changer grand-chose. Très bien, mais au moins symboliquement, ça envoie un message. Ce que la Chine ne veut pas, c'est qu'il y ait une diplomatie déclaratoire contre la Chine. Alors, la diplomatie déclaratoire, ça ne suffit pas, clairement, mais c'est une première étape. Et quand vous avez certains députés français, pour ne pas les citer, qui vous disent ça ne sert à rien de critiquer la Chine parce qu'après, grosso modo, ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer sur les sujets. Attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est en adressant le problème et en disant qu'il y a un problème qu'on peut commencer à le résoudre. Ce n'est pas en ne disant rien sur Hong Kong et en ne disant rien sur le Xinjiang que la Chine va changer sa politique. Il faut être extrêmement clair. Et que la médiatisation de notre désaccord est en soi un coût important pour la Chine. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un coût important. Il y avait la question sur Belt and Road. Belt and Road, je pense qu'on en a beaucoup fait, on a beaucoup trop simplifié ce que c'était. Ce n'est pas uniquement un projet d'infrastructure. Et d'ailleurs, le projet d'infrastructure, il faut entre guillemets le relativiser. Les dizaines de milliards promis, par exemple, au Pakistan, depuis plusieurs années, n'ont débouché sur rien. Officiellement, il y avait un accord, je crois, pour 48 milliards de dollars d'infrastructure. Rien n'a été fait depuis ces dernières années. Donc, je pense qu'il faut vraiment le relativiser. Les initiatives des routes de la soie, si on veut les appeler comme ça, c'est une stratégie chinoise qui commence en 2013, où pendant 18 mois, vous n'avez rien qui est mis en œuvre, pour la simple et bonne raison que les Chinois avaient envoyé des experts et des officiels partout dans le monde pour savoir ce que nous, on attendait. Et donc, en fait, la Chine a, entre guillemets, construit une stratégie en fonction de nos attentes. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais à Sciences Po, je faisais mon doctorat, et on avait quelqu'un de la Commission nationale pour la réforme et le développement, c'est un peu le commissariat du plan en Chine, qui était venu à Sciences Po pendant 1 an pour rencontrer tout le monde et demander ce qu'on en attendait. Et puis après, c'est seulement au printemps 2015 qu'ils ont mis un plan d'action qui est, entre guillemets, un moyen de mettre en œuvre l'accord. Les routes de la soie, par contre, il y a des vraies ambitions en matière de coopération avec certains pays et en utilisant les leviers économiques. Pour moi, les routes de la soie, c'est avant tout l'utilisation de leviers économiques pour accroître la dépendance, notamment politique, d'autres pays. On le voit sur les questions du digital, on le voit sur les questions des normes, on le voit sur plein de questions. C'est avant tout ça. Et encore une fois, les Européens ont mis en avant, il y a quelques années, ce qu'on appelait la stratégie de connectivité eurasiatique. Aujourd'hui, concrètement, on en est où? Pas vraiment beaucoup d'avancées. Et c'est ça, c'est, pour conclure là-dessus, un problème parfois de l'Union européenne, et notamment de la Commission. On fait des annonces et on ne sait pas ce que ça devient. Par exemple, sur Hong Kong, fin juillet, on a pris un paquet de mesures. Il devait être review, donc il devait être analysé, c'est-à-dire faire un état d'avancement fin 2020. On l'attend. On est février 2021, c'est un sujet extrêmement important et on voit que la situation ne cesse de se détériorer. On attend encore l'évaluation du paquet de mesures, entre guillemets, par la Commission. Il n'arrive toujours pas. Et donc ça, c'est un vrai problème, plus largement, en termes de politique publique, en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne. C'est très bien de faire des déclarations, de voter des lois, mais la question, c'est leur mise en œuvre et de leur évaluation. Et la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui manque, notamment vis-à-vis de la Commission. Alors, c'est en partie le rôle du Parlement européen qui le fait beaucoup plus qu'on le fait en France, et ça, c'est très positif. Mais sur certains segments, c'est au Conseil et aux différents États membres d'avoir des demandes un peu plus explicites. Parce que malheureusement, le Parlement européen, parfois, même s'ils font des demandes, ce n'est pas forcément suffisant en termes de poids politique pour que la Commission rende des comptes. Merci beaucoup. Malheureusement, je pense qu'on va s'acheminer potentiellement vers la dernière question et je n'en vois pas dans le chat. Simplement, Benoît, clarifier, Belt and Road, c'est donc les fameuses routes de la soie chinoise. Abdesalam, si tu souhaites poser ta question. Françoise, j'imagine que tu as oublié de baisser ta main. En attendant, Abdesalam, je te laisse poser ta question. Oui, bonsoir. Merci pour le partage et pour l'éclairage. Je vais rapidement essayer de me faire un peu l'avocat du diable par rapport à un peu ce qui a été partagé. Et par rapport à la question, la Chine a-t-elle les moyens de son désir de puissance? On a regardé un peu les vulnérabilités à la fois de la Chine, mais également celle de l'Europe. Est-ce qu'on peut simplement examiner la politique européenne avec la Chine uniquement à l'aune de ce face-à-face entre l'Europe et la Chine, et ne pas voir également élargir un peu cette réflexion
la manière dont la Chine se projette dans d'autres espaces concurrentiels à l'Europe, qui rendent parfois difficile peut-être la politique européenne. Je donne deux ou trois exemples rapidement, parce que je pense qu'on est dans la mondialisation et la Chine projette sa puissance à la fois dans la mer Rouge, en Afrique, au Moyen-Orient, sa relation forte avec l'Iran, jamais été aussi forte. Et donc, est-ce que finalement, c'est à l'aune de cette projection dans différents espaces qui ont été, tu l'as dit Antoine, qui ont été des acquis historiques pour l'Europe, qui le sont de moins en moins, mais l'Europe continue à fonctionner comme s'ils étaient des acquis pour toujours, et chaque jour elle découvre qu'ils sont grignotés. Est-ce que finalement c'est pas ça qui permet plutôt de voir la complexité peut-être et la difficulté de l'Europe, de manière générale, et certains pays européens, notamment la France et l'Allemagne, à pouvoir réagir à cette projection de la puissance chinoise sur ces espaces. J'allais dire, j'ai parlé de deux exemples. On peut parler de la Corne de l'Afrique, la difficulté qu'a la France ou l'Europe au niveau de la Corne de l'Afrique, avec le Soudan, où la Chine détient le monopole de l'exportation du pétrole. Je peux donner des exemples plus simples. Aujourd'hui, 90% des grossistes à Nouakchott sont des Chinois. Enfin bref, la moitié des grossistes à Casablanca sont tenus par la Chine. On peut élargir au Lagos, le Forum africain chinois. Bref, on voit bien que là, il y a une difficulté de l'Europe à la fois, et qui peut-être explique une certaine frilosité dans la projection de l'Europe. Est-ce que c'est pas là où ça articule peut-être avec les propos de Mounir concernant la Méditerranée et la politique de voisinage? Est-ce que c'est pas là finalement où elle peut se relever et faire face à cette vulnérabilité de la Chine? Je dirais que c'est complémentaire des problèmes dans la relation entre l'Union européenne et la Chine. Très clairement, les Européens et surtout les Français en grande partie ont pensé qu'ils avaient entre guillemets des chasses gardées, qu'ils avaient une influence qui était historique et qui resterait toujours, et que donc il fallait peut-être pas repenser la façon dont on faisait notre politique. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs, que ce soit la Chine, mais en Afrique on le voit, je sais pas, la Turquie, la Corée du Sud est un acteur de plus en plus important, le Japon l'avait été, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, l'Inde, etc., les Émirats arabes unis, etc. Et peut-être qu'on ne s'est pas assez adapté à cela. Très concrètement, la Chine a un objectif très clairement affiché, c'est vis-à-vis des pays en développement de devenir leur premier partenaire, que ce soit sur le plan politique, économique, voire même militaire à terme. Et que pour les Européens, dans le pourtour méditerranéen, dans l'Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, c'est un véritable défi. Alors non pas parce que les Européens devraient avoir une influence considérable sur ces pays-là, mais c'est parce que sur le plan des sociétés civiles, sur le plan purement économique, on a des intérêts qu'il faut évidemment défendre. Et puis juste pour finir, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense qu'un des autres enjeux, c'est aussi de voir ce que certains au niveau de l'Union européenne appelaient depuis 2009 la rivalité systémique. C'est le fait que dans de nombreux domaines qui sont liés aux sociétés civiles, aux valeurs démocratiques, au fonctionnement démocratique, la Chine est de plus en plus une menace. Alors, quand on disait ça il y a quelques années, tout le monde rigolait en disant « Ah, vous voyez le mal partout, vous voyez la menace chinoise partout ». Très bien. Évidemment, à l'époque, on parlait, nous, des exemples hongkongais, des exemples taïwanais et autres. Tout le monde rigolait. Aujourd'hui, vous avez des campagnes de désinformation chinoise qui sont globales. On l'a vu en France, on le voit dans d'autres pays. Vous avez des menaces chinoises sur des systèmes politiques qui sont de plus en plus importantes. Vous l'avez vu par exemple en Australie avec des interférences politiques, l'évolution par exemple de la loi sur le financement des partis en Australie. Alors c'était leur problème, j'ai envie de dire, s'ils étaient idiots, c'était leur problème. Par exemple, des pays étrangers ou des individus étrangers pouvaient financer des campagnes. Et donc on se rendait compte que 80% des financements étrangers en Australie étaient chinois. Bon. Encore une fois, c'est des problèmes de financement des partis. Heureusement, on n'a pas ces problèmes. En tout cas, j'espère qu'on n'a pas ces problèmes en France. Et puis, la question de Taïwan est une question qui est aujourd'hui et qui va de plus en plus être une question fondamentale. Vous avez une pression sur Taïwan qui ne cesse de s'accroître, ce n'est pas nouveau, militaire, diplomatique, économique, politique, et que Taïwan, dans les années à venir, va de plus en plus être un test pour les démocraties. Taïwan, vous avez une société démocratique, pluriethnique, multiethnique, de fait, multiculturelle.
vous avez une société qui s'est démocratisée et qui n'a aucun mal de reconnaître et de travailler sur son passé, ce qui est difficile dans les autres pays, notamment nord-est asiatique, notamment en Corée du Sud ou au Japon, qui a eu un passé autoritaire qui s'est démocratisé, qui aujourd'hui fait l'objet de menaces et de pressions de plus en plus importantes de la Chine. Et la façon dont l'Europe se place, non pas, on ne va pas envoyer le porte-avions Charles de Gaulle dans le détroit de Taïwan, ce n'est pas la question, mais au moins d'afficher un soutien à Taïwan et à la société civile de Taïwan, que les sociétés civiles européennes affichent un soutien vis-à-vis de Taïwan et disent quelque chose de très simple. On refuse qu'il y ait un changement unilatéral du statu quo et nous avons des intérêts dans la région et nous avons notamment des intérêts à ce que la société démocratique taïwanaise soit préservée. Et Taïwan, juste pour finir là-dessus, est de plus en plus un modèle, entre guillemets, en termes de démocratisation. C'était encore une fois, jusque dans le début des années 80, un régime autoritaire, avec un régime extrêmement autoritaire même, et des massacres qui ont été commis dans la fin des années 40, dans les années 50, etc. C'est parfaitement documenté, et y compris par les chercheurs et les historiens, et même les politiques taïwanais, qui aujourd'hui est considéré dans le classement de The Economist, qui vaut ce qu'il vaut, hein, c'est un clin d'œil, mais qui est aujourd'hui, par exemple, à la 13e place, devant la Corée du Sud, devant le Japon et loin devant la France en termes de démocratisation. Donc, ce n'est pas pour dire que la France n'est pas une démocratie, ce n'est pas ce que je dis, mais voilà, en fait, on a des sociétés qui ressemblent à nos sociétés, qui ont des valeurs communes et qu'il faut, entre guillemets, chercher à protéger et à préserver face à certaines pressions chinoises. Et si on échoue, entre guillemets, dans ce test vis-à-vis de Taïwan, on l'échouera vis-à-vis de d'autres pays démocratiques ou qui sont en cours de démocratisation en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, etc. Merci beaucoup Antoine. Mounir, est-ce que tu souhaites compléter rapidement? Il est 20h31. Je vais essayer en tout cas. D'abord, merci pour les questions et les réflexions. Je crois que notre problème, ce n'est pas les stratégies chinoises. Notre problème, c'est quoi la stratégie européenne? Notre souci, ce n'est pas quelle est l'ambition d'expansion et d'influence dans le monde de la Chine. Comment peut-on lui reprocher de vouloir avoir de l'influence dans le monde, alors que pendant des décennies, on a bénéficié de l'influence qu'on avait sur le reste du monde? Mais quelle place dans le monde veut occuper l'Union européenne? Je pense que notre difficulté, c'est celle-là. Moi, je n'ai pas envie d'externaliser nos difficultés par rapport à la Chine. C'est bien de le constater, mais une fois qu'on l'a constaté, je crois qu'avec l'aide d'Antoine, on a un bel aperçu de la problématique que pose l'ambition chinoise dans le monde. Quelle est la nôtre? Quelle est la nôtre et comment on l'a fait et pour faire quoi? Et d'ailleurs, ce qu'on dit par rapport à la Chine, on aurait pu le dire par rapport aux États-Unis. Mais ça sera peut-être l'objet d'une future réunion animée par la transnationale. Aujourd'hui, on n'a pas l'Europe qu'on a connue jusque-là. Ça ne se voit pas. C'est trop tôt. On a du mal à dézoomer tellement on est enfermé dans la crise sanitaire économique. En réalité, l'Europe a bougé. On a réussi à faire la solidarité pour la dette. On a monté un plan de relance extraordinaire. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, on nous disait « Attention, il faut respecter les 3% de déficit ». On a fait sauter un certain nombre de casseroles et de problématiques qui étaient pour les pro-européens, ceux qui plaident pour un autre modèle, même pas envisageables il y a encore quelques mois. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cette démarche ou une fois que cette crise sera derrière nous, on reviendra comme avant? Et je pense que le véritable enjeu pour nous, pour l'Europe, c'est bien celui-là. Et la question de la vaccination et l'ouverture du vaccin pour tous les pays du monde, et notamment dans nos voisinages, va être importante. Une fois qu'on a construit cette solidarité pour que nous, on accède à la vaccination, alors avec du retard, on a eu des problématiques, on aurait eu de la transparence, peut-être qu'on aurait anticipé la production, etc. Mais c'est en train de venir. Est-ce qu'une fois qu'on se sera garanti un planning de vaccination raisonnable, on estimera que le boulot est fini? Ou est-ce qu'on va réussir à tendre le bras aux multinationales, aux labos, pour que les autres pays y accèdent? Et je pense que notre place dans le monde va commencer à partir de la fin de cette crise sanitaire. Et quel nouveau rôle, nous, Européens, d'abord, comment on va régler nos propres problématiques internes? Et je vous ai suffisamment parlé de notre talent d'Achille, les égoïsmes nationaux. Est-ce qu'on va réussir à dépasser ça?
sans même parler de changement institutionnel, mais au moins mental dans notre capacité à faire ensemble et à faire avec les autres dans le cadre d'un nouveau rapport au monde. Parce qu'on ne luttera pas contre les pandémies futures, et il peut y en avoir seul, et parce qu'on ne réussira pas à lutter contre le dérèglement climatique tout seul. Quel type de nouveau partenariat on a avec nos partenaires, nos voisinages? Quelle nouvelle dynamique dans le monde on installe? Moi, sincèrement, je n'ai pas envie qu'on trouve le moyen de lutter contre le désir expansionniste de la Chine parce que je veux qu'il continue à être remplacé par l'Européen. Je veux qu'on construise de nouveaux rapports dans le monde. Parce qu'on n'a qu'une seule planète, qu'on a très peu de temps pour lutter contre le péril climatique. Je veux construire des rapports apaisés, mais à partir de nos valeurs. Notre Union européenne s'est construite autour de l'idéal, autour de l'enjeu de la paix, et s'est construite sur la base de règles très strictes au niveau du respect des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Assurons-nous de les avoir au sein de l'Union et faisons de ces principes, faisons de ces valeurs les nouveaux critères auxquels on installe notre rapport au monde. Et d'abord à notre voisinage le plus proche. Et je peux vous assurer que si on arrive à faire ça, on va retrouver une place dans le monde, pas seulement parce que nos multinationales auront des marchés, mais parce qu'on aura réussi à mettre de notre côté dans sa démarche les peuples du monde. Et ça, c'est le plus grand idéal auquel on peut travailler. Et malgré les difficultés, j'ai quand même le sentiment qu'on a une petite fenêtre ouverte dans laquelle qu'il faut qu'on arrive à agrandir et que quelque chose peut se construire. Parce qu'on n'a pas l'Europe qu'on avait il y a quelques mois et peut-être qu'on peut réussir à créer un monde qui n'est pas complètement celui qu'on avait avant cette crise sanitaire. En tout cas, je le pense profondément. J'ai envie qu'on termine par cette note positive. Merci beaucoup Mounir. Quelle fougue, quelle passion pour le projet européen. Je pense que c'est la conclusion idéale pour ce débat. Je suppute que Antoine va tout de suite prendre sa carte chez Europe Écologie Les Verts après ce débat. Je te voyais acquiescer. En tout cas, un grand merci à tous les deux, un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence ce soir. On mettra le replay sur nos réseaux sociaux. J'en profite pour vous inviter tous et toutes à suivre les réseaux sociaux, le Twitter Commission Transnationale et la page Facebook Commission Transnationale. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans la commission, à nous rejoindre. Pour plein d'autres débats passionnants, merci encore vraiment pour ce tour d'horizon. On a brassé des enjeux économiques, sociaux, politiques, climatiques. Et puis, ça nous a permis d'en voir un petit peu plus aussi sur le fonctionnement du Parlement, de déconstruire aussi quelques fantasmes sur la puissance chinoise. Je pense qu'on en avait tous et toutes beaucoup besoin. Et puis maintenant, au travail pour soutenir nos députés européens qui, comme tu le disais Antoine, font déjà souvent un travail plus important que ce que ne peuvent faire les États membres. Donc, on appuiera nos eurodéputés comme on peut. Encore un grand merci à toutes et tous. Bon appétit, bonne soirée et puis à très vite pour de nouvelles aventures intellectuelles. Merci beaucoup à tous. Merci Pauline. Et puis encore une fois, bravo aux députés européens qui font beaucoup de choses. Merci Antoine, merci pour cette organisation. Et ça sera toujours un plaisir, vous le savez. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Merci.